Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous avez un peu cassé mon introduction, mais c'est pas grave. Bruno Latour, qui était pourtant un écologiste convaincu, a dit que l'écologie réussissait l'exploit de faire paniquer les gens et puis de les faire bâiller d'ennui. Alors, pas de panique, vous m'avez probablement stalké sur les réseaux sociaux où le collègue vient de l'expliquer. Effectivement, je suis une mère écologiste, mais je vais tenter de vous démontrer dans les 12 minutes qui me sont accordées que l'image de l'écolo rabat-joie qu'on peut avoir peut aussi être démontée, et puis au pire, ça ne durera que 12 minutes. Vous étiez déjà dépassé le temps. Ah ben, 10 minutes. 10 minutes. Je suis donc la maire de Poitiers depuis 2020. Alors Poitiers, soit on le connaît et en général on l'adopte, soit on ne le connaît pas, ou en tout cas pas autrement que comme ça. Bienvenue en gare de Poitiers, 3 minutes d'arrêt. Et en général, dans ces cas-là, il vous reste 15 minutes, puisque que vous alliez à Bordeaux ou à Paris, c'est la même durée, nous sommes au milieu. Donc pour vous présenter un petit peu plus cette ville que vous voyez avant tout à travers les vitres du train, Poitiers, c'est une ville de relief, une ville de contraste. D'abord, Poitiers, c'est une ville qui a toujours été jeune. Poitiers, c'est l'une des universités les plus anciennes de France et d'Europe, construite en 1431, qui a vu passer d'illustres étudiants comme Rabelais ou Descartes. Et encore aujourd'hui, un habitant de Poitiers sur 3 est étudiant, ce qui fait de notre ville la ville la plus étudiante de France. Et depuis des années, nous ne décrochons pas du podium des villes où il fait bon étudier. Des villes où il fait bon étudier, et ajouterais-je, des villes où il fait bon rechercher et innover, puisque nous avons 3 filières particulièrement en pointe. D'abord la filière des technologies éducatives, dites EdTech, la filière de l'innovation en santé, et puis la transition énergétique, avec en particulier la production et le développement d'énergies renouvelables. Donc, Poitiers, c'est aussi plus pragmatiquement une ville de relief au sens propre du terme. Nous sommes une ville enserrée par 2 rivières, avec un long linéaire de falaises, avec des plateaux, et donc c'est un défi pour qui veut développer une politique cyclable à partir de zéro ou presque. Et puis c'est presque une allégorie, la négociation permanente entre la volonté et l'idéal de transformation, et puis la réalité de terrain. Donc ça donne une certaine endurance politique et musculaire, mais surtout ça donne du sens à chaque mètre de piste cyclable construit. Donc, qui dit habiter dans une ville écolo dit avoir des pistes cyclables. Ici, sur le Pont Neuf, qui est l'axe qui relie les 2 cœurs battants de notre ville, le centre-ville et le campus, le CHU. On a fait une belle piste cyclable et puis en même temps, on a apaisé et embelli le quartier. Souvent, ça va ensemble. Et puis, on a vraiment chouchouté nos étudiants en leur proposant aussi un système de prêt de vélo gratuit. Qui dit habiter une ville écolo dit aussi voir la ville verdir, 40 000 arbres plantés depuis le début de notre mandat, et puis des cours d'école qui se transforment petit à petit en cours jardins pour faire l'expérience quotidienne de la nature et avoir des écoles plus vivables l'été. Et puis, chaque ville écolo a un peu sa spécialité. La nôtre, c'est l'éducation. On appelle d'ailleurs Poitiers la capitale de l'éducation parce que, comme je l'ai dit, on a une filière économique particulièrement dynamique. On a le siège d'institutions comme le CNED, l'IH2EF, Canopé. Et puis, mon petit coup de cœur, on est reconnu pour notre politique de développement de l'éducation dehors, l'éducation nature. Parce que l'écologie, ce n'est pas une recette unique, c'est vraiment une vision globale, mais qui se décline de manière différente selon les territoires. Et en gros, on ne fait pas de l'écologie de la même manière à l'île Saint-Denis, à Châteauroux, à Poitiers ou au Châtelier dans les Deux-Sèvres. Et donc, je vous ai dit, Poitiers, ville jeune, une équipe à l'image de cette jeunesse, donc pleinement engagée dans les défis contemporains, et en même temps une ville qu'on décrit parfois comme une belle endormie, et dont l'une des richesses principales, ce sont ses vieilles pierres. Vous reconnaissez probablement l'église Notre-Dame-la-Grande, qui est présentée dans tous les livres d'histoire comme le joyau de l'art roman en France. Et donc la question qu'on s'est posée avec notre équipe en 2020 et qu'on peut partager ensemble, c'est: comment faire en sorte qu'une ville patrimoniale comme Poitiers vive avec son temps? Comment rendre notre patrimoine vivant? Comment réellement habiter une ville ancienne, une ville palimpseste comme peuvent l'être d'autres villes, et pas simplement en être spectateur, la contempler de loin ou au contraire la défigurer sans respect pour son histoire? Et puis, comment rendre une ville ancienne habitable aujourd'hui et demain, c'est-à-dire comment faire en sorte que les réalités, notamment écologiques, soient prises en compte. Je vous parlais de nos vieilles pierres. Parmi les plus belles d'entre elles, il y a notre palais, le palais des ducs d'Aquitaine et comtes de Poitou. C'est un lieu de pouvoir depuis sa création au Moyen-Âge qui a vu passer d'illustres figures comme Guillaume le Troubadour, Richard Cœur de Lion, donc aussi un lieu de poésie, de ripaille, de faits prestigieux. Un palais de justice ensuite entre la Révolution française et 2020, et donc depuis 2020, c'est la ville de Poitiers qui a récupéré la propriété de ce palais. Ce qui se serait passé classiquement,
on ferme le palais pendant toute la durée des travaux, donc autant vous dire 10 à 15 ans. Quand c'est fini, on coupe le ruban, on inaugure et on ouvre de temps en temps pour des expositions prestigieuses. Parce que souvent, qui dit vieille pierre, dit musée, regard figé, approche de loin, on ne touche qu'avec les yeux, expérience réservée à une élite. Autant vous dire, c'est tout le contraire que nous avons fait. Dès 2020, nous avons ouvert le palais, tous les jours, toute la journée, pour des usages du quotidien comme pour des exceptions, des événements plus uniques. Des spectacles, bien sûr, mais un jour, une soirée prestige, et puis le lendemain, un concours d'échecs ou une compétition d'escrime. L'objectif, c'était vraiment d'en faire un patrimoine vivant, de tester des usages, à l'amorce d'un chantier qui, d'ici 2028, va faire de notre palais un lieu de culture, un lieu de patrimoine, un lieu citoyen, au cœur de la vie de notre ville, mais aussi au cœur de son rayonnement national et international. Et donc, la question qu'on s'est vraiment posée, c'est comment rendre ce patrimoine vivant et comment faire en sorte que, ils vivent avec les défis, qu'ils prennent en compte les défis du XXIe siècle. Qui dit prendre en compte les défis du XXIe siècle dit aussi intégrer structurellement les enjeux de la transition écologique dans toutes nos politiques publiques, sans considérer que le patrimoine doit être un enjeu à part entière, intangible. Et donc, nous avons fait de notre palais un chantier aussi exemplaire. Nous avons poussé assez loin les indicateurs en matière de sobriété énergétique. Il va demain être relié au réseau de chaleur de Grand Poitiers. En matière de réemploi également, nous avons végétalisé les rues adjacentes. Et puis, pour aller vraiment plus loin, si on veut vraiment relever le défi, il faudra bien que les architectes des bâtiments de France, mais aussi le grand public, arrêtent de considérer les panneaux photovoltaïques comme une provocation. Oui, c'est notre prochain défi, alors peut-être pas au Palais, mais sur les dimensions d'autres édifices patrimoniaux du centre de Poitiers, implanter des panneaux, des ardoises photovoltaïques qui font pleinement partie, en tout cas j'en suis convaincue, de nos paysages contemporains. Et je vous parlais de l'excellence poitevine en matière de transition énergétique. En voilà un exemple, l'entreprise Style qui produit des ardoises qui, comme vous le voyez, sont parfaitement intégrables dans leur environnement. Et donc, dans le patrimoine, c'est une action collective d'une prochaine année. Et puis, qui dit habiter un patrimoine vivant, dit aussi parfois contribuer à rééquilibrer l'écriture de l'histoire. Je vous parlais du palais des ducs d'Aquitaine et comtes de Poitou, mais savez-vous à qui nous devons cette grande salle, cette grande aula majestueuse que je vous ai présentée juste avant ? Nous la devons à Aliénor d'Aquitaine, parce que Poitiers, c'est aussi une histoire de femmes. C'est là que Radegonde créa la première abbaye dédiée uniquement aux femmes, et puis Aliénor d'Aquitaine, c'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle a vécu, et nous lui devons une large part du Poitiers que nous connaissons aujourd'hui, qu'elle a largement contribué à construire et embellir. Et donc, un patrimoine vivant, à Poitiers, peut-être plus qu'ailleurs, c'est aussi un matrimoine. Et donc, il est temps aujourd'hui, après des années dans l'ombre, de faire en sorte de redonner une place plus juste aux femmes dans l'histoire de nos villes. En tout cas, nous considérons que c'est un petit peu notre rôle aussi. Et donc, demain, notre palais, ce sera le palais d'Aliénor. Et si vous voulez nous aider à relever ce défi, eh bien, nous cherchons des partenaires pour mettre en lumière cet édifice majestueux autant que cette figure légendaire. J'avance. Je parlais de vieilles pierres. En parlant de patrimoine, on pourrait aussi élargir notre regard en parlant de très vieux béton, dont sont riches nos villes, y compris les plus anciennes. L'autre grand projet qui va structurer la ville de Poitiers dans les années à venir, c'est l'évolution de notre quartier-gare. Un quartier construit dans les années 1850 sur une zone de marais pour accueillir l'arrivée du train, et puis qui a été malheureusement bombardé après la Seconde Guerre mondiale, donc reconstruit à la hâte, et on va se le dire aujourd'hui, c'est un quartier plutôt moche, mais qui dispose de certains bâtiments qu'on considère comme étant du patrimoine contemporain. C'est le cas de la caserne des pompiers, construite en 68, libérée en 2020, et qui est en train de devenir demain un tiers-lieu symbole de la reconstruction de la ville sur elle-même, symbole de l'économie circulaire aussi, puisque ce chantier nous a valu le prix national du réemploi il y a quelques semaines. Et donc, c'est un autre exemple de patrimoine vivant, d'ailleurs. Notre quartier de la gare, demain, ce sera un quartier qui accueillera un quartier hybride qui accueillera des activités économiques, donc de l'emploi, du logement, de l'enseignement supérieur, des activités culturelles. En gros, ce sera un quartier vivant et qui est le symbole de la ville qui est déjà là et de la manière dont on doit demain développer nos villes, non plus en les étalant, mais en le faisant transformer sur elles-mêmes, parce que, comme le dit l'urbaniste Sylvain Griveaux, la ville de demain est déjà là à 80%. Et donc,
c'est encore une notion de ville en elle-même comme patrimoine vivant en perpétuelle évolution, en perpétuelle hybridation, et c'est vraiment un défi passionnant politiquement, mais aussi d'un point de vue urbanistique et architectural. Et là encore, si comme nous, vous êtes des entrepreneurs audacieux, eh bien, il y a de la place pour vous, puisque nous avons 30 000 mètres carrés à construire, à reconstruire, à faire évoluer dans notre quartier de la Gare. Et puis, dernier élément, je vous invite à élargir encore plus notre regard pour intégrer à cette notion de patrimoine à valoriser, à protéger aussi la notion de patrimoine naturel. Depuis des dizaines d'années, mais en particulier depuis le 19e siècle, on a eu tendance à reléguer hors de nos villes la nature, à l'invisibiliser. Voilà, nous voulons inverser la tendance. Alors Paris nous a donné le slogan « Sous les pavés, la plage ». Eh bien, à Poitiers, nous disons « Sous les rails, la Boivre ». La Boivre, c'est l'une des deux rivières de Poitiers que je mentionnais, qui vient de beaver, castor, comme la Bièvre juste à côté d'ici, que vous connaissez bien. Et c'est une rivière qui, petit à petit, a été totalement engoncée sous les rails, cachée sous des bâtiments contemporains sans grande valeur, et que nous voulons redonner, que nous voulons remettre à l'air libre pour redonner à la nature sa place en ville, mais aussi pour offrir aux Poitevines et aux Poitevins un espace de promenade et de fraîcheur. C'est une grande ambition, et donc nous considérons que le patrimoine naturel est aussi un patrimoine à chérir et à entretenir. Et en cela, la nature nous précède, puisque disparu depuis le 19e siècle, le castor fait sa réapparition à Poitiers. Et donc, si ça, c'est pas un signal du fait que nous sommes prêts à changer. Voilà, merci pour votre attention. Enfin, j'ai pas tout à fait... Alors, vous avez d'autres projets pour votre mandat, et moi j'ai des questions. Alors, effectivement, vous avez raison. La réintroduction du castor n'était pas le grand projet de notre mandat. Mais même au-delà de ça, de manière plus générale, on a souvent tendance à considérer le bilan des maires au regard des grandes opérations d'aménagement urbain qu'ils ont portées, ou même des maires bâtisseurs. C'est une vision qui doit aussi évoluer. Et donc, le plus grand défi de notre mandat, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais selon moi, ça a été vraiment la période Covid. On a eu en début de mandat où on a vécu complètement masqué, complètement figé dans l'impossibilité de faire des rencontres, de créer des liens. Et ça a laissé des conséquences extrêmement lourdes en matière de fracture sociale et d'isolement des plus fragiles. Et donc, avant de prendre la pioche, la toute première politique qu'on a lancée à Poitiers en arrivant, c'est la politique Vacances pour tous, pour permettre aux enfants, et notamment ceux qui avaient vécu confinés dans leurs appartements par la force des choses pendant des mois, de s'évader, de contribuer à un droit au loisir, un droit à l'évasion, et en même temps à créer de la mixité qui existe de moins en moins dans nos écoles, dans nos quartiers. Le pari que nous faisons, c'est qu'en faisant partir ensemble des enfants de différents quartiers, de différents milieux sociaux, en les faisant partir ensemble à la mer, on leur crée des souvenirs communs et on fait de la cohésion sociale. Et donc, ça me semble important de dire qu'on aura beau mettre en lumière nos vieilles pierres, on aura beau apporter des solutions techniques pour l'adaptation de nos villes au changement climatique, si on ne s'attache pas à reconstruire la cohésion sociale, on passera à côté du défi sans doute majeur de notre siècle. En tout cas, j'en suis convaincue, parce que habiter une ville, c'est avant tout habiter ensemble. Et le rôle majeur des villes aujourd'hui, c'est avant tout, à mon sens, d'encourager les dialogues, les croisements, les espaces de rencontre, de convivialité, dans les espaces communs des bâtiments ou dans l'espace public. Considérer que les cultures, dans leur diversité, mais aussi les fêtes populaires, sont aussi un patrimoine à chérir et à entretenir. Et donc, sur notre Pont-Neuf, on y fait du vélo, mais on y danse également. Alors, souvent, l'écologie et le patrimoine ont ceci de commun qu'on leur accole souvent un descriptif d'austérité. J'espère vous avoir convaincu que leur trait d'union peut aussi être la convivialité, la joie, la vie. Merci pour votre attention.